Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire, donc avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors du coup, avant de commencer, on attend encore quelques retardataires qui se connectent, donc je vais vous rappeler un petit peu les règles pour ceux qui sont pour la première fois sur cette plateforme. Donc vous avez un espace chat où voilà, vous pouvez nous dire bonjour, vous pouvez aussi réagir en direct. Par contre, pour vos questions, je vous conseille de les mettre sur l'onglet questions. Ça sera plus facile pour nous de les regrouper. On fera des sessions de questions à la fin de chaque grande partie. Et puis, bien sûr, tout à la fin du webinaire. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger en même temps. Ou en tout cas, on va essayer de ne pas dépasser l'heure pour que vous puissiez aussi vous nourrir. Et vraiment, on est ravis de reprendre la série des webinaires. Il y en aura d'autres d'ailleurs Oui. sur les réductions d'impôts, sur le LMNP, sur plein d'autres choses à venir. Donc, restez connectés pour voir voilà les prochains événements. Et aujourd'hui, c'est les réductions et crédits d'impôts. Et bien sûr, comme la télédéclaration, vous êtes peut-être pas encore au courant, mais a été ouverte depuis hier, et ben on va pouvoir Hier. voir aussi un petit peu avec Julie quelles cases remplir aussi, parce que c'est la grande question à chaque fois. On a un petit peu peur, mais tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. Voilà, je vois le monde qui arrive, donc il me reste à laisser la place à Julie et je reviendrai pour poser les questions au fur et à mesure. Merci Marie-Claire. Bien sûr, le but, c'est que ce webinaire soit une présentation succincte, puisqu'on va parler des réductions, mais les plus courants dans la vie, en insistant quand même aussi sur la loi Pinel, hein, puisque beaucoup de nos clients et beaucoup de gens dans les faits investissent en loi Pinel. Bien sûr, le but de ce webinaire aussi, c'est d'échanger, d'avoir de vos questions pour que je puisse y répondre. Et si jamais je ne pouvais pas en répondre en direct, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi nous faire des mails et puis on s'attachera à y répondre. Donc, on va démarrer tout de suite par les réductions les plus courantes de la vie courante de n'importe quel contribuable, les dons. Alors, les dons, nous avons deux catégories de dons. Les dons de première catégorie, qui constituent les aides aux personnes en difficulté, principalement les restos du cœur, hein, les gens à qui on donne aujourd'hui. Et les dons catégorie 2 sont plutôt des aides aux associations, aux organismes d'intérêt général, voire aux fondations d'utilité publique. Il y a aussi les dons catégorie 2 pour les partis politiques. Alors vous le verrez après, la case à remplir est différente, mais donne droit à la même réduction qu'un autre don de cette catégorie 2. En termes justement d'avantages fiscaux, les dons catégorie 1 vous donnent une réduction d'impôt. Alors juste pour mémoire, une réduction d'impôt va agir directement sur vos impôts dans la limite de l'impôt dû. C'est-à-dire que s'il y avait un excédent, que vous arriviez à un impôt négatif, le fisc ne vous rembourserait pas la différence, soit elle est perdue, soit elle peut bénéficier selon certaines réductions d'un report. D'ailleurs, c'est le cas pour les dons. Si votre impôt n'est pas couvert par la réduction d'impôt du don, vous avez la possibilité, entre autres, de pouvoir le reporter sur les 5 années suivantes. Donc pour le don en particulier, la réduction ne bénéficie pas d'un remboursement, mais par contre, un report est possible pour les 5 années suivantes. Le crédit d'impôt que nous verrons ensuite, lui par contre, de manière générale, peut excéder l'impôt dû. C'est-à-dire qu'il va continuer de gommer les impôts en dernier, après les réductions. Et si à ce moment-là, on a un impôt négatif, à ce moment-là, le fisc vous remboursera la différence. Donc pour revenir aux réductions de la vie courante, donc les dons catégorie 1, donc tout ce qui est aide aux personnes en difficulté, donc je pense principalement au Resto du Cœur aujourd'hui, vous avez une réduction d'impôt de 75% de votre don fait. Alors la règle générale, c'est 554 € éligibles à cette réduction de 75%. Mais sachez que pour cette année et pour l'année 2021, donc pour votre déclaration de l'année prochaine, vous avez un plafond qui est exceptionnellement augmenté à 1 000 €. Pour, toujours pareil, je le rappelle, c'est don catégorie 1. Donc, imaginons, vous faites un don de 1 000 € au Resto du Cœur, vous aurez 750 € de réduction d'impôt
sur votre déclaration. Donc, soit vous l'avez fait en 2020 et vous aurez ces 75% cette année, soit vous pouvez encore le faire cette année 2021 et à ce moment-là, l'année prochaine, vous aurez encore le droit à ce plafond augmenté. Nous verrons après sur les années suivantes si ce décret continue de s'appliquer. Ensuite, pour tout ce qui est donc catégorie 2, vous n'avez pas ce palier à 75%, vous êtes directement à 66% de réduction d'impôt. Par contre, toujours limité à 20% de son revenu net imposable. Ce qui confirme quand même qu'on peut quand même bien gommer ses impôts grâce à des dons quels qu'ils soient, puisque 20% du revenu imposable reste quand même quelque chose d'assez conséquent. Ensuite, en termes d'autres réductions que vous pourrez avoir dans la vie courante, les enfants à charge poursuivant des études. Alors ça, j'insiste, parce que beaucoup de clients chez Quintessence peuvent oublier ou ne pas faire attention, puisqu'il, vous le verrez, il y a un nombre d'enfants à cocher, il y a une case spécifique à cocher, et si vous ne la cochez pas, la réduction ne s'appliquera pas. En quoi elle consiste? C'est-à-dire que si vous avez des enfants à charge, bien sûr, fiscalement, qu'ils sont scolarisés au collège, au lycée ou en études supérieures, donc tout ce qui est école maternelle et primaire n'est pas encore éligible. Donc si vous avez des enfants scolarisés au collège, lycée ou études supérieures, vous avez le droit à une réduction forfaitaire en fonction du niveau de scolarité. Si par exemple votre enfant est au collège, vous avez le droit à 61 € de réduction d'impôt forfaitaire. Si vous avez 2 enfants au collège, vous aurez donc 2 fois 61 € de réduction puisque c'est par enfant scolarisé. Pour l'enfant scolarisé au lycée, vous aurez donc 153 € de réduction d'impôt forfaitaire et ça s'augmente à 183 € par enfant en études supérieures, toujours pareil, à charge fiscalement. Donc, si vous avez par exemple un enfant au lycée, un enfant au collège, à partir du moment où vous cochez la case que je vous indiquerai juste après, vous aurez le droit à 153 plus 61 € cumulés de réduction d'impôt. C'est applicable également pour les gens qui ont des enfants en garde alternée. Puisqu'aujourd'hui, la garde alternée, c'est quand même quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent. La garde alternée, c'est bien la moitié du temps chez un parent et la moitié du temps chez l'autre, donc rattaché fiscalement pour moitié à chacun des 2 parents. À ce moment-là, vous pourrez donc bénéficier de la moitié de cette réduction forfaitaire sur votre feuille d'impôt, toujours au titre d'une réduction. Qu'est-ce qu'on a également comme réduction de la vie courante? Alors ça, je m'y suis penchée un petit peu parce que je pense que c'est un phénomène de société qui va de plus en plus se développer. Donc, ce serait bien d'être au courant de ça. Si vous avez des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes, vous avez également la possibilité d'avoir une réduction d'impôt. C'est-à-dire que pour vous-même, si vous êtes obligé d'aller en maison de retraite ou en foyer logement ou en maison d'accueil pour des raisons de santé, et que donc vous ne pouvez plus résider chez vous, à ce moment-là, vous avez le droit à une réduction d'impôt de cette dépense que vous avez à effectuer au titre des frais de logement et de nourriture. Bien sûr, les frais de soins ne sont pas inclus dans ces dépenses éligibles. Et bien sûr également, il faut aussi déduire les aides éventuelles auxquelles vous auriez le droit pour aller dans des maisons de retraite. Vous avez jusqu'à 10 000 € de dépenses retenues. Et sur cette dépense, vous aurez une réduction d'impôt de 25%. Donc, compte tenu aujourd'hui du contexte actuel du vieillissement de la population, je pense que ce sont des choses que l'on pourra voir de plus en plus dans le temps. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir que si nous-mêmes, nous devons aller en maison de retraite, que nous ne pouvons plus rester dans notre logement, nous avons le droit à une réduction d'impôt au titre des dépenses obligatoires pour ces logements. Alors, comment remplir les cases ? Alors ici, je vous ai indiqué les cases à remplir. Bien sûr, après, je vais vous montrer un visuel de la déclaration d'impôt. Alors, ce n'est pas un visuel de la déclaration en ligne, mais un visuel de la déclaration papier. Donc, les cases sont peut-être pas les mêmes au niveau des chiffres, mais généralement s'y ressemblent quand même assez grandement. Par contre, je vais vous expliquer le libellé puisque c'est le plus important et le numéro de la case, pour moi, c'est quand même plutôt annexe. Compte tenu du fait que, comme l'a dit Marie-Claire, les ouvertures aux déclarations d'impôts sont faites depuis hier, on n'a pas eu beaucoup de communication à ce sujet, compte tenu, je pense, du contexte actuel. Donc, c'est bien le cas. Vous pouvez faire vos déclarations en ligne depuis hier. D'ailleurs, je reviendrai sur les dates en fin de module. Donc, je me suis basée sur les déclarations des revenus 2019 par rapport à l'année dernière
en termes de support, puisque aujourd'hui, sur le site d'impôt.gouv, nous n'avons pas encore à disposition les documents officiels, c'est-à-dire les déclarations 2021 sur les revenus 2020. Donc, ne vous inquiétez pas, les libellés restent les mêmes, les cases sur les papiers restent les mêmes aussi d'une année sur l'autre. Donc, tout ce que je vous annonce, vous pourrez l'appliquer également cette année. Alors justement, pour les dons, c'est la première chose que vous avez en haut de la page, dons versés aux organismes établis en France. La case 7UD, ce sont les dons versés aux organismes pour les personnes en difficulté. Donc, je vous ai expliqué que c'était les dons catégorie 1 éligibles à 75% de réduction dans la limite de 1 000 €. Et si vous versez plus, bien sûr, vous avez 66% de réduction au même titre qu'un autre don. Donc, quel que soit le don que vous fassiez, qu'il dépasse ou pas 1 000 €, vous aurez quand même le droit à une réduction d'impôt de 75%, voire au-delà, 66%. Donc, en termes de cases, la première case, la case 7UD, vous avez cette catégorie 1 à remplir. Donc, si vous faites par exemple un don de 500 €, vous devez indiquer les 500 € dans cette case et le fisc y appliquera lui-même automatiquement le montant de la réduction. Vous devez toujours intégrer, écrire le montant de la dépense. La deuxième case juste en dessous, la case 7UF, ce sont les autres catégories de dons, les dons catégorie 2. Pour mémoire, organisme d'intérêt général, association d'utilité publique, candidat aux élections par exemple aussi. Si par exemple, j'essaie de vous donner des exemples concrets, si vous faites un don, ou du moins si vous donnez quand vous achetez le calendrier des pompiers par exemple, donc c'est quelque chose de très simple et facile à faire, eh bien, vous avez à remplir cette case 7UF pour le montant que vous avez donné pour ce calendrier. Et vous aurez à ce moment-là 66% de réduction appliquée sur votre avis d'impôt. La troisième case, la case 7UH, ça c'est une petite parenthèse, c'est si jamais vous faites des dons à des organismes politiques, à des partis politiques, à ce moment-là la case est différente, c'est cette troisième case en dessous, mais qui vous donne quand même droit toujours à 66% de réduction. Vous le voyez un petit peu en dessous, report de l'excédent des dons des années antérieures. Vous avez bien 5 cases qui représentent les 5 années. Si jamais votre impôt était plus faible que la réduction à laquelle vous auriez le droit, vous avez la possibilité de la reporter pendant les 5 années suivantes pour vos impôts futurs. En dessous, on ne va pas parler des cotisations syndicales, on va en parler après puisque ça c'est du crédit d'impôt. On va parler du nombre d'enfants à charge poursuivant les études. Et donc là, vous devez indiquer soit en première ligne enfants à charge, soit en deuxième ligne enfants à charge en garde alternée selon votre situation familiale. Et si vous avez un enfant scolarisé au collège, vous indiquez le nombre d'enfants scolarisés au collège, le nombre d'enfants pour le lycée, le nombre d'enfants éventuellement en études supérieures. Et donc à ce moment-là, la réduction d'impôt forfaitaire s'appliquera automatiquement également sur votre avis d'impôt. Enfin, on a parlé aussi des dépenses pour aller en maison de retraite. Donc ça, c'est beaucoup plus bas sur l'avis d'impôt. C'est quasiment au-dessus de la signature due des déclarants. Vous avez indiqué dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes. La case 7CD ou 7CE, puisque vous avez la possibilité d'y avoir accès à la fois pour vous-même ou pour votre conjoint. Donc, c'est ces 2 cases à remplir. Pareil, vous indiquez le montant de la dépense dans la limite de 10 000 €, vous aurez 25% de réduction d'impôt. Voilà pour les 3 premières principales réductions d'impôt de la vie courante, ainsi que les cases du coup à remplir pour vous aider. Là, c'est juste à titre informatif, puisque je ne vous l'ai pas indiqué dans mes supports, mais peut-être que des gens pourraient être concernés par ce genre de choses. Tout en haut de cette page qui suit cette deuxième page de déclaration, d'ailleurs, je ne vous ai pas indiqué le numéro qui se situe juste ici, en haut à gauche. C'est la déclaration numéro 2042 RICI. RICI pour réduction d'impôt et crédit d'impôt, puisque vous le verrez, quand vous faites votre déclaration de revenus classique, où vous déclarez l'ensemble de vos revenus, vous avez la déclaration qui s'appelle numéro 2042. C'est le numéro de l'imprimé fiscal. Lorsque vous avez des réductions et des crédits d'impôt spécifiques autres, tels que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, vous aurez cette déclaration supplémentaire à remplir avec les cases.
Quand vous faites votre déclaration en ligne, avant de démarrer votre déclaration, vous avez toute une liste de typologies de revenus ou de réduction de crédit d'impôt. Au fur et à mesure que vous cocherez ces cases, vous aurez ces déclarations supplémentaires qui vont se générer et donc vous pourrez remplir directement en ligne, comme je viens de vous le montrer. Donc, juste à titre informatif, sur la deuxième page de cette déclaration complémentaire à la 2042, vous avez tout en haut à gauche prestations compensatoires. Donc, c'est juste à titre informatif pour éventuellement les personnes qui seraient concernées par ce genre de situation et qui ne seraient pas au courant. Si vous êtes dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, et que vous avez à régler une prestation compensatoire, c'est-à-dire une somme à votre ex-conjoint, en capital, alors qui peut être étalé bien sûr, hein. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, puisque là on rentre dans les conventions de divorce, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour préciser que si vous êtes dans ce cas-là, dans la limite de 30 500 € de versement de prestations compensatoires dans l'année, dans les 12 mois, vous avez la possibilité d'avoir une réduction d'impôt de 25% du montant de cette prestation compensatoire. Donc je dirais, écoutez, c'est peut-être un mal pour un bien, mais au moins essayons de compenser ça. Donc si vous avez de l'argent à donner dans le cadre d'un divorce, autre qu'une pension alimentaire bien sûr, vous avez également 25% de réduction d'impôt. Alors la dépense est limitée à 30 500, je le répète, et cette dépense doit être étalée sur l'année civile, sur les 12 mois. Donc ça, c'était juste à titre informatif. Après, je vais quand même vous le préciser juste pour les gens qui auraient peut-être des questions concernant les travaux, les dépenses pour la transition énergétique, puisqu'elle apparaît à l'écran. Là, c'est la déclaration de l'année dernière, je vous le rappelle. Sachez qu'à partir de 2020, et de toute façon, ça s'est arrêté courant 2019, les travaux dans la résidence principale liés à la transition énergétique ne sont plus éligibles à une réduction d'impôt. Maintenant, c'est la prime rénov', c'est-à-dire que vous avez le droit à des aides directement pour vous aider à financer vos dépenses dans le cadre de travaux de la transition énergétique dans votre résidence principale actuellement. Mais vous n'avez plus ce crédit d'impôt, donc c'est plutôt un système d'aide, ça a été remanié. Donc, ce sont les gens qui ont fait des dépenses pour la transition énergétique en 2018, voire premier semestre 2019, et éventuellement ont encore aujourd'hui peut-être des réductions d'impôts, enfin des crédits d'impôts d'ailleurs, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au niveau justement des crédits d'impôt, alors toujours pareil, je vous parle de ceux de la vie courante qui concernent la majorité des gens, ou du moins le plus de personnes possible. On va parler des frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, le crédit d'impôt, quel que soit l'impôt que vous avez à devoir, si le montant de ce crédit d'impôt dépasse votre impôt dû, à ce moment-là, vous allez avoir un remboursement de la différence par le Trésor public. Les frais de garde, donc c'est bien pour les enfants de moins de 6 ans. Attention, même si vous continuez de faire garder vos enfants donc à l'extérieur de votre domicile, mais que cet enfant a 6 ans et plus, vous n'aurez plus le droit au crédit d'impôt. Donc ce sont les frais de garde à l'extérieur de mon domicile, c'est-à-dire l'assistante maternelle agréée qui garde chez elle mon enfant ou mes enfants qui ne sont pas encore scolarisés, ou alors des établissements de garde comme les crèches par exemple. Pour les enfants scolarisés, ça peut être aussi le centre aéré, le périscolaire, voilà, tout ce qui est système de garde, mais attention pour les enfants à charge de moins de 6 ans. Bien sûr, le montant que vous devez déclarer, c'est bien votre dépense réelle, c'est-à-dire déduction faite de toute allocation que vous pourriez percevoir, voire aussi de subvention de votre employeur éventuellement. Donc c'est bien le reste à charge que vous devez déclarer. Comment ça va se déclarer ? Vous devez déclarer toujours la dépense réelle que vous effectuez et le fisc, en fonction de cette dépense déclarée, retiendra potentiellement un plafond puisque vous avez un plafond par enfant gardé de 2 300 € par an. Vous aurez du coup à ce moment-là 50% de crédit d'impôt de cette dépense, donc au maximum par enfant, 1 150 € si votre dépense est supérieure ou égale à 2 300 € par an. Imaginons, vous avez 1 000 € de frais de garde pour un enfant de moins de 6 ans. Vous allez bien déclarer les 1 000 € de dépenses. Le fisc retiendra 50% de crédit d'impôt directement puisque vous êtes en dessous du plafond. Et donc 500 € de crédit d'impôt seront appliqués. Ensuite, vous avez l'emploi à domicile. Alors l'emploi à domicile, c'est bien la personne que j'emploie directement ou par l'intermédiaire d'une société qui vient chez moi pour faire de la prestation de service
à la personne ou dans le cadre de mon foyer. Il faut qu'elle se rende dans ma résidence principale, voire ma résidence secondaire pour des services ménagers ou à caractère familial. Quelle que soit ma situation personnelle, professionnelle, j'y ai le droit, c'est-à-dire que je sois salarié, retraité, sans emploi. Si je recours à de l'emploi à domicile, j'aurai le droit à l'avantage fiscal lié. Alors, j'ai essayé de lister les principaux emplois à domicile les plus connus, ceux auxquels on pourrait avoir recours. Donc, c'est la garde d'enfants à mon domicile, bien sûr, puisque si la garde d'enfants ne se fait pas à mon domicile, à ce moment-là, on retombe dans les frais de garde de moins de 6 ans. Mais si la personne vient à mon domicile garder mon ou mes enfants, ça devient de l'emploi à domicile. Donc la garde d'enfants, ça peut être aussi le soutien scolaire. Si vous avez recours à du soutien scolaire à domicile, ça rentre également dans ce cadre-là. La préparation de repas à domicile également. Tout ce qui est collecte et livraison de linge repassé. Donc si vous avez affaire à quelqu'un qui vous récupère du linge à repasser, qui vous le repasse chez elle et qui vous le ramène chez vous, ça rentre aussi dans cette catégorie. Vous avez bien sûr l'assistance aux personnes âgées, voire handicapées, éligibles également. L'aide à la mobilité des personnes ayant des difficultés de déplacement, donc tout ce qui est aide à la personne, bien sûr, tout ce qui est également service de ménage, petits travaux de jardinage, voire petit bricolage, et également pour ceux qui ne sont pas très forts en informatique, voire en Internet, vous avez la possibilité d'avoir également un crédit d'impôt si vous avez recours à de l'assistance informatique ou un Internet de manière directe à votre domicile. Vous pouvez aussi déduire cette dépense et vous le verrez dans quelle mesure juste tout de suite. Vous avez le droit à un plafond pour l'ensemble de ces catégories éligibles à l'emploi à domicile de 15 000 € la première année, donc en termes de dépenses, et 12 000 € les années suivantes. Alors une majoration est possible, c'est-à-dire que si vous avez des enfants à charge, vous avez la possibilité d'augmenter par enfant à charge de 1 500 € ce plafond. Par contre, il est plafonné à 3 000 €. Pour faire simple, la première année, vous avez le droit à 15 000 €. Si vous avez des enfants à charge, 2 ou plus, vous aurez la possibilité d'augmenter ce plafond de la première année à 18 000, 2 fois 1 500 €. Et à partir des années suivantes, ce plafond de 12 000 peut être augmenté à 15 000 si vous avez 2 enfants à charge ou plus, bien sûr. Donc, la base, c'est 15 000 la première année, 12 000. Si le cas particulier se présente, vous aurez un plafond majoré. Certaines dépenses à l'intérieur de ce plafond général sont également plafonnées. C'est applicable aux dépenses de jardinage. Pour le jardinage, vous avez un plafond de dépenses à 5 000 €. Donc, à l'intérieur, toujours, je le précise, de ce plafond de 15 000, voire 12 000 les années suivantes. Donc, si vous avez un jardinier qui vous facture plus que 5 000 € à l'année, vous n'aurez pas plus que 5 000 € retenus. Pour tout ce qui est petit bricolage, si vous avez recours à quelqu'un pour du petit bricolage à domicile, vous avez un plafond de dépenses à 500 € et un nombre d'heures aussi. Il faut que la personne ne passe pas plus, je crois, de 2 heures consécutives chez vous pour un maximum de 500 €. Et enfin, l'assistance informatique et le dépannage Internet, vous avez le droit à 3 000 € de dépenses à l'année au maximum pour voir s'appliquer ce crédit d'impôt. Donc ce crédit d'impôt, comment il va s'appliquer? Tout simplement en ayant 50% sur vos impôts en moins du coup par rapport à cette dépense. Imaginons, vous avez une femme de ménage qui vous coûte 5 000 € à l'année. C'est bien cette dépense qui sera retenue par le fisc puisque vous êtes en dessous du plafond maximum. Et ils vont y appliquer 50% de crédit d'impôt, donc 2 500 € dans le cadre de 5 000 € de dépenses, 2 500 € de crédit d'impôt. Nous avons aussi les cotisations syndicales. Les cotisations syndicales, donc si vous adhérez à un syndicat, que vous soyez salarié, fonctionnaire ou même retraité, mais toujours adhérent à un syndicat professionnel, vous avez aussi le droit à un crédit d'impôt. 66% du montant de la cotisation. Alors bien sûr, vous avez un maximum de 1% de votre revenu brut imposable qui généralement n'est pas atteint puisque généralement les cotisations syndicales sont un montant forfaitaire qui vous est demandé en fonction de votre niveau de revenu. Donc ce ne sont pas des énormes crédits d'impôt, mais vous aurez quand même le droit à 66% du montant de votre cotisation en crédit d'impôt. Alors, voyons comment cela va se matérialiser au niveau des cases à remplir. Alors, pour ce qui est
Je vais revenir sur le premier, sur l'emploi à domicile, puisque celui-là, l'emploi à domicile, apparaît directement sur votre déclaration de revenus classique, la numéro 2042. Elle n'apparaît pas sur la déclaration spécifique des autres crédits d'impôt. Donc, vous le voyez ici, pavé numéro 7, réduction et crédit d'impôt, service à la personne, emploi à domicile. Donc ici, vous avez la première ligne, service à la personne, emploi à domicile, somme versée, donc il est indiqué ici en 2019, puisque je vous le répète, j'ai la déclaration de l'année dernière, donc ce sera marqué somme versée en 2020. Vous mettez bien la somme versée. Si jamais vous avez eu recours à Page Emploi ou que vous avez payé les personnes en chèque emploi-service, normalement le montant sera pré-rempli. Il faudra juste tout simplement le vérifier et le modifier le cas échéant s'il y avait une erreur. Donc, tout simplement, indiquer le montant de la dépense. Et là, ce n'est pas dans la déclaration spécifique des réductions et des crédits d'impôt. Ça apparaît dans votre déclaration de revenus générique. Sachez également, juste à titre informatif, la case juste en dessous, la case 7DL, si jamais vous avez des dépenses pour un ascendant, alors attention, il y a des conditions. C'est-à-dire que si vous avez des dépenses à faire pour un ascendant qui a plus de 65 ans et qui est bénéficiaire de l'APA, l'aide aux personnes âgées, à ce moment-là, vous avez également le droit à 50% de crédit d'impôt pour vous-même, alors que vous avez dépensé pour un ascendant qui en avait besoin, mais surtout qui remplissait ces critères de bénéficier d'une aide pour les personnes âgées et en même temps d'avoir plus de 65 ans. Ensuite, la case juste en dessous, vous avez employé directement pour la première fois un salarié à domicile. Pensez bien à cocher cette case si effectivement c'est la première année, comme nous l'avons vu, pour pouvoir bénéficier de ce plafond majoré à 15 000 au lieu de 12 000, si jamais bien sûr vos dépenses arrivaient à ce niveau-là. Donc voilà au niveau de l'emploi à domicile. Donc attention, hein, pareil, hein, si, bien sûr, je le précise également, si vous donnez des aides à vos parents dans le cadre de ce que je vous ai expliqué, hein, de l'aménagement de leur résidence principale, par exemple, des choses comme ça, vous ne pouvez pas, à l'inverse, déduire de pensions alimentaires versées à un ascendant puisque vous bénéficiez du crédit d'impôt. C'est l'un ou l'autre. Ici, on revient sur la première page de notre déclaration numéro 2042 RICI, donc la déclaration spécifique aux réductions et aux crédits d'impôt, où là, il est indiqué cotisation syndicale, donc juste en dessous du pavé des dons aux organismes, vous avez cotisation syndicale des salariés et pensionnés. Vous indiquez bien sûr le montant de votre cotisation et je vous le rappelle, il vous sera appliqué un crédit d'impôt de 66%. Il est précisé, sauf option frais réels. Pourquoi? Si vous avez, lors de votre déclaration de revenus, opté, par exemple, vous êtes salarié, de manière générale, vous avez un abattement forfaitaire de 10%. Si vous n'avez pas eu cet abattement forfaitaire parce que vous avez fait le choix d'opter pour les frais réels, à ce moment-là, la cotisation syndicale ne pourra pas bénéficier de 66% de réduction. Donc, il faut bien être à l'abattement forfaitaire des 10% et non pas à l'option frais réels pour en bénéficier. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez donc en dessous frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Et donc pareil, vous avez deux lignes, enfants à charge en garde alternée, puisque bien sûr, quand vous avez des enfants en garde alternée, vous pourrez vous partager et le père et la mère la moitié de la dépense pour ces frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Donc pareil, vous mettez la dépense pour chacun des enfants, puisque le montant maximum de 2 300 € est applicable à chaque enfant. Vous mettez bien le montant de votre dépense réelle. Si elle dépasse, c'est pas grave, le fisc retiendra le plafond de 2 300 et vous appliquera le crédit d'impôt de 50% à chacun de ses enfants gardés. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être déjà des questions intéressantes ou moins importantes avant de partir sur la loi Pinel? Effectivement, il y en a plein. Je vais essayer de les regrouper. Oui. J'avoue, comme il y en avait beaucoup, je suis désolée si on revient. Qui a répondu des fois, de temps en temps, dans le déroulé, mais je préfère quand même les reposer pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, déjà, premièrement, sur les dons. Donc, on avait des questions d'Alain, mais je pense que ça concerne justement autre chose que les dons, mais tu vas nous le dire.
Quid Oui. d'un don à un ascendant? Le receveur sera-t-il imposé sur ce don? Et sinon, à partir de quelle somme sera-t-il imposé? Et faut-il un justificatif pour un don à un ascendant? Donc, est-ce qu'on appelle ça un don quand c'est pour un Alors, il faut bien connaître? Ouais, différencier le don et la donation. d'accord. Faire un don, euh, du moins au niveau du fisc, il y a deux catégories de dons qui sont éligibles, c'est-à-dire à des organismes, soit des organismes d'aide aux personnes en difficulté, soit des organismes d'utilité publique. Ça, c'est les dons qui sont éligibles, comme je viens d'en parler, selon les conditions qu'on vient d'aborder. Après, faire un don à un ascendant, ça sera à mon sens plutôt, si j'ai bien compris la question, plutôt une donation. Ou alors, donc soit on fait une donation et là à ce moment-là, il faut plutôt se rapprocher d'un notaire pour savoir un petit peu quels abattements on a droit pour donner à un ascendant. Par contre, ça me permet d'embrayer aussi sur la pension alimentaire qui n'est pas une donation, qui là est plutôt une aide à un ascendant. Alors ça, soit ça peut être fait de manière volontaire, soit ça peut être lié à l'obligation alimentaire que l'on a envers nos parents. Et donc à ce moment-là, vous avez soit un plafond, soit vous n'en avez pas selon la catégorie de pension alimentaire que vous versez. Mais je vais prendre un exemple simple, j'espère pouvoir répondre à cette question. C'est que par exemple, si vous avez un parent qui est en EHPAD ou en maison de retraite et que vous avez l'obligation, liée à votre obligation alimentaire, de compléter le paiement de la maison de retraite, à ce moment-là, vous aurez le droit de déduire de votre revenu. Donc c'est une déduction, ce n'est pas une réduction ni un crédit d'impôt. Vous aurez le droit de déduire de vos revenus imposables le montant de l'aide que vous donnez à vos ascendants. Mais là, oui, c'est plutôt pour le fisc, c'est plutôt à titre de pension alimentaire. Faire un don à un ascendant, pour moi, c'est ponctuel. Donc là, on serait plutôt sur les donations et là, il faudrait mieux se rapprocher d'un notaire. Ok. Sur les autres dons, alors du coup, on a Imen qui demande est-ce que le don à une association sportive, alors je ne sais pas si tu es experte sur le sujet, mais est-ce qu'il fait bien partie de la catégorie 2? Exactement. Quand Ok. vous avez des associations sportives qui font des collectes de dons pour organiser des événements, effectivement, nous sommes dans le cadre d'un don catégorie 2 et donc qui ouvre droit à 66% de réduction d'impôt. Ok, alors, j'ai déjà 3 pages de questions, donc je vais essayer d'aller vite. Aussi, peut-on déclarer les dons non déclarés des années précédentes dans les cases 7X? Moi, je dirais non. À vérifier. Vous savez que vous avez toujours, le droit à l'erreur depuis la mise en place l'année dernière. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que aller voir le fisc pour aller déclarer un don qui a été fait l'année dernière, voire l'année d'avant, normalement, c'est pas rétroactif. Et surtout, ça incite le fisc à peut-être venir mettre le nez un petit peu dans vos affaires pour rien. Ok. Vaut mieux se dire, tout ce qui est perdu, mais au moins maintenant, je le sais pour l'avenir. En tout cas, sur les dons, mais comme tu l'as dit, sur d'autres choses, voilà, on peut modifier, voilà, sur les années précédentes. Euh, Comment doit-on calculer le montant des dons? C'est bien de janvier à décembre? Oui, c'est par année civile. Ok. L'année fiscale se cale sur l'année civile, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Ok, alors j'ai essayé de regrouper toutes les questions sur les enfants, la scolarité, donc désolée si c'est un peu dans le désordre. Donc Laurence qui nous dit, je donne 1 000 € à mon fils étudiant pour son logement et ses frais de vie par mois. Où dois-je le déclarer? Il a 22 ans et est toujours rattaché à mon foyer fiscal. Eh ben, vous avez donné la réponse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre enfant est toujours rattaché à votre foyer fiscal, vous ne pouvez pas déduire de pension alimentaire, c'est-à-dire d'aide à vos enfants, puisque vous avez l'avantage en termes de demi-part fiscale ou de part fiscale, ça dépend le rang de l'enfant dans la famille. Mais à partir du moment où vous avez toujours votre enfant à charge, vous ne pouvez pas déduire de pension alimentaire. C'est le jour où il sera plus à charge que vous pourrez potentiellement, si vous continuez de l'aider, déduire une pension alimentaire. D'accord. Alors on a aussi Francis qui demande l'hébergement d'un enfant majeur permet une déduction du revenu imposable. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Alors, l'hébergement d'un enfant majeur. Alors, l'hébergement d'un enfant majeur, est-ce qu'il est toujours rattaché fiscalement? Je dirais que non, puisque ça dépend de son âge aussi. Enfin, là, c'est très, très spécifique. Il faudrait
Il faudrait que cette personne nous fasse un mail plus détaillé parce que là, c'est plus spécifique. J'ai pas assez d'éléments pour répondre. Ok. Alors, si, par contre, j'essaye d'y répondre quand même en espérant répondre bien. Quand vous avez un enfant que vous hébergez à votre domicile, mais toujours pareil, qui n'est plus rattaché fiscalement, qui fait lui-même sa propre feuille d'impôt, même s'il est à votre domicile, à ce moment-là, vous pouvez déduire au titre d'une pension alimentaire, c'est répertorié comme ça aussi au niveau du fisc, et vous avez un montant forfaitaire. Je l'ai plus en tête, mais c'est un montant forfaitaire que vous pouvez vous-même déduire, mais attention, de l'autre côté, votre enfant doit le déclarer, en revenu bien sûr. Parfait. Alors du coup, on a aussi Laetitia qui dit est-ce que l'enfant doit être à la fac toute l'année pour pouvoir bénéficier justement des frais de scolarité que tu nous indiquais au départ, ou est-ce également valable pour ceux qui ont terminé leurs études en cours d'année? Eh ben non, justement, il faut justifier pour pouvoir le déclarer que l'enfant était en études au 31 décembre de l'année. Donc, par exemple, cette année 2021, nous faisons nos déclarations de l'année 2020. Donc, il faut que l'enfant ait été scolarisé jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. S'il a terminé ses études en juin 2020, ce n'est pas possible. D'accord, bah, c'est bon à savoir, effectivement. On a aussi Mustapha, donc tu as un peu répondu, mais moi je vais rebondir aussi sur cette question parce que je suis concernée. Peut-on déduire pour les enfants de moins de 6 ans les frais de garderie? Donc tu as dit que oui. Les frais de cantine, je pense qu'aussi. Et pour les enfants de... les frais de cantine, non. Alors ça, par contre, attention, Ouais. les frais de cantine, non. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi qui me permet de compléter mon explication, c'est que par exemple, si vous avez le centre aéré en journée, c'est vrai que dans le centre aéré, il y a les frais de repas, il faut les penser à les enlever. En fait, je les aborde un petit peu plus loin dans mon support parce que ça fait partie des erreurs de beaucoup de monde. Bah, D'inclure la totalité des frais de garde, y compris les repas, alors que les repas ne sont pas pris en charge dans le crédit d'impôt. Et bah, tu vois, même pour moi, c'est utile. Du coup, pour les enfants de 9 à 16 ans, on a vu que bah, du coup, non. Et moi, j'ai une question. Si l'enfant a 6 ans en 2021, c'est foutu, même pour l'année 2020? C'est moins de 6 ans. Ah non, c'est l'année de la déclaration. Donc, ça veut dire que s'il a 6 ans ou elle a 16 ans en 2021, c'est l'année prochaine où c'est fini. D'accord. Donc, c'est bon. Ma fille qui a eu 6 ans en février, je peux encore déduire les frais de garde. Pour moi, c'est pareil. C'est la dernière année. Après, bon, bah, voilà. le fisc doit considérer qu'ils sont autonomes et qu'à 6 ans, ils doivent se garder tout seuls. Je sais pas. Ok. Quelles sont les conditions à remplir quand on met à disposition un logement à un parent et qu'il ne verse pas de loyer, mais qu'on peut déduire un loyer fictif non perçu? Alors ça, c'était un petit peu spécial. Est-ce que tu as compris la question? Je sais pas. Ouais. Alors, moi, là, je partirais plutôt du principe qu'on n'est plus dans les réductions et les crédits d'impôt, on est plutôt dans des avantages en nature, donc liés à des donations. Voilà, là, c'est plus de l'aspect conseil patrimonial pur. On n'a pas d'avantage particulier. Non, c'est plutôt, on fait bénéficier d'un avantage en nature à quelqu'un qui ne nous verse pas un loyer. Donc là, par contre, je vous dirais presque attention si vous avez d'autres. C'est quoi, c'est un parent ou un enfant? C'était un parent. Ouais. Bon, un parent encore, c'est différent. Mais si par exemple, vous faites bénéficier d'un avantage en nature à un enfant tel qu'un logement à qui vous ne faites pas payer de loyer, faut faire très très attention à l'équité entre chacun des enfants de votre famille. Quelquefois, on veut bien faire et on oriente un peu sa succession future et ça peut faire des soucis. Donc là, c'est plutôt du taria, voire du conseil patrimonial pur. Ok. Alors, je vois les questions qui affluent. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tous si on veut à peu près tenir le timing. Je vous annonce juste que... Alors, par contre, si tu me dis si c'est possible, mais à ce moment-là, on peut répertorier toutes les questions et on peut y répondre par mail brièvement. Exactement. Et puis, je voulais aussi vous dire que de toute façon, à l'issue de ce webinaire, et aussi vous le recevrez par email et je pourrais vous indiquer, vous avez un formulaire aussi si vous voulez aller plus loin.
pour profiter des services de nos conseillers en gestion de patrimoine, donc qui sont partout en France, donc qui peuvent vous accompagner sur ces sujets, voilà, en vous aidant pour votre feuille de déclaration, en même temps d'un bilan patrimonial, ce qui est justement très utile. Je vais quand même en faire quelques-unes. Donc, il y en avait sur la cotisation syndicale, mais tu y as répondu, je pense, pour la plupart. Il y avait aussi sur les crédits personnels. Est-ce que le montant des intérêts à rembourser chaque mois réduit l'impôt pour les crédits? Non. Non, les crédits, ben, malheureusement, non, c'est pas le cas. Donc, la résidence principale, c'est terminé depuis bien longtemps. Tout crédit consommation, bien sûr, n'est pas éligible à quelconque économie d'impôt. La seule chose sur laquelle on peut en tirer avantage, c'est lorsqu'on fait un investissement locatif, quel qu'il soit, hein, de défiscalisation ou pas d'ailleurs. Vous avez la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt et d'ailleurs l'assurance également du crédit de vos loyers encaissés. Je pense principalement à la location nue, dans le cadre d'un Pinel aussi, par exemple. C'est la seule façon. Ok, je vais faire encore 2-3 questions sur. Il y en avait pas mal sur l'emploi à domicile. Et après, je suis désolée, mais vraiment, notez toutes vos questions. On essaiera d'y répondre par email. Et puis, on vous laissera la possibilité aussi de contacter un conseiller en gestion de patrimoine. Je fais juste une petite parenthèse parce que je vois beaucoup, j'héberge mon frère ou des choses sur les collatéraux. Là, il n'y a pas de choses possibles, hein. Il n'y a rien. C'est vraiment entre enfants ou parents où on peut bénéficier lié à une obligation alimentaire que l'on a effectivement, hein, c'est lié au code civil. Donc, tout ce qui est collatéraux, il n'y a pas d'obligation alimentaire juridiquement, donc il n'y a pas d'avantage fiscal derrière que l'on peut en tirer. Ok, il y avait une question. Par contre, si on a un enfant, oui. Excuse-moi. Par contre, je vois quelqu'un qui dit j'ai un enfant de 30 ans qui n'est pas autonome financièrement et qui a son appartement. À partir du moment où cette personne, bien sûr, à 30 ans, n'est plus rattachée fiscalement, là, bien sûr, en cas d'aide financière, alors là, on ne touche pas aux réductions au crédit d'impôt. C'est pour ça que je n'avais pas abordé ce sujet, mais on pourra potentiellement refaire un webinar sur les avantages fiscaux de manière générale. On peut déduire au même titre de ses revenus imposables une pension alimentaire également pour aider ses enfants. Et si vous voulez, je pourrais y revenir de manière plus précise avec des chiffres. Mais là, comme ça ne concerne pas les réductions et les crédits d'impôt, c'est vraiment déduire de ses revenus imposables une aide potentielle avec bien sûr des conditions et des critères que l'on peut faire à ses enfants. Donc, on pourra refaire un webinaire sur les déductions et sur les pensions alimentaires qui existent, hein. Et ben, on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus. Sur l'emploi à domicile, est-ce qu'il faut des factures? C'est Annie qui demande ça en disant que son beau-père réalise des travaux chez lui pour s'aider. Est-ce qu'on peut les déclarer? Là, je vous joue avec le feu. Non. En fait, il faut employer quelqu'un qui soit déclaré, hein, c'est-à-dire qu'il ait sa propre société de service à la personne. Donc, soit c'est une grosse société, par exemple, je pense aux sociétés de ménage à qui on peut avoir recours. Mais si vous employez directement quelqu'un, il faut que cette personne soit déclarée, c'est-à-dire ait sa structure pour cette activité. Ok, et dans le cas où on emploie quelqu'un, donc là on le déclare, mais qui fait 2 activités en même temps, est-ce que ça pose un souci? Donc par exemple, quelqu'un qui peut faire femme de ménage et nounou en même temps? Ça, y a Pour moi, non. À partir du moment où c'est officiel et que c'est déclaré et que la personne de son côté est en règle, pour moi, il n'y a pas de souci que ce soit la même personne. Ok, je vais finir. Je suis désolée pour les questions, mais voilà, on essaiera d'y revenir sinon à la fin si on a le temps. Il y avait une petite question sur les cours de musique en CESU. Je ne sais pas si tu sais. Les CESU subventionnés, quel montant déclaré reste à charge et tout ça? Alors, les cours de musique, pour moi, ça rentre pas dans l'emploi à domicile, sauf si ce sont des cours de musique particuliers à domicile, comme peut l'être le soutien scolaire à domicile. À ce moment-là, il faut indiquer le montant, charges comprises. Généralement, il est pré-rempli, hein, si c'est une dépense éligible. Mais à ce moment-là, il faut indiquer le montant avec les cotisations sociales qu'on a pu payer en plus. Et on aurait le droit éventuellement à crédit d'impôt. Après, est-ce que c'est à domicile ou pas? Telle est la question. Ouais, et allez, je fais une petite dernière question parce qu'elle concerne le contexte actuel. Allez. Les réductions pour les frais liés au télétravail sont à déclarer sous quelle rubrique? Je sais pas.
Les réductions liées au télétravail. Je ne connais pas de réduction liée au télétravail, ou du moins, j'en ai pas en tête. Alors, peut-être c'est nouveau, effectivement, sur un contexte. Bon, bah, on essaiera de Non, quelque chose, mais non, ok. Et ben, non. Je sais que quand on se rend à son travail, on peut avoir une aide de son employeur pour les frais de déplacement, des choses comme ça. Mais à partir du moment où on est en télétravail, je vois pas, ou du moins, j'ai pas été au courant de ça. ok, bah parfait. Bah, je te laisse continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses. Et puis, Oui, j'essaierai de revoir toutes les questions et peut-être si on a un peu le temps de les regrouper aussi pour la fin. À tout à bien l'heure. sûr, bien sûr. Donc, nous allons aborder de manière plus détaillée la réduction d'impôts liée à un investissement en loi Pinel. Pourquoi? Parce que la loi Pinel est l'investissement immobilier de défiscalisation le plus répandu aujourd'hui et le plus connu d'ailleurs. Et pourquoi je me permets de m'y attarder également? Parce que j'ai relevé dans beaucoup de mes clients des erreurs sur leur avis d'impôt qui pourraient être sujets à litige avec le fisc. Donc, autant éviter tout litige potentiel et bien faire les choses tout de suite. Comment remplir sa déclaration d'impôt pour un investissement en loi Pinel? Déjà, vous avez encore une autre déclaration supplémentaire qui va se générer, qui est la numéro 2042C. Donc ça, c'est lié à tout investissement immobilier de défiscalisation et dont la loi Pinel en fait partie. Vous avez la première année un pavé à remplir que je vous indiquerai juste après. Pour les investissements achevés en 2020, vous devez inscrire le montant total de cet investissement en fonction bien sûr de l'année d'acquisition. Comment on calcule le montant total de l'investissement? On prend le prix d'achat TTC bien sûr, puisqu'il n'y a pas de récupération de TVA, plus les frais de notaire. Donc si la globalité de votre investissement, frais de notaire inclus, fait 200 000 euros par exemple, vous devrez inscrire ce montant-là la première année, ainsi que la case en fonction de la durée d'engagement, si vous êtes engagé sur 6 ans ou 9 ans. C'est la durée d'engagement de location. Attention, vous avez toujours la possibilité de proroger, mais toute modification de cette durée d'engagement à l'initiale ne peut être modifiée. Donc, si vous avez fait un engagement de location de 6 ans, vous pourrez éventuellement proroger ensuite, il n'y a pas de souci, mais à l'initiale, vous ne pouvez pas le modifier pendant cette période. Pour les années suivantes, vous le verrez juste après également, vous avez des cases différentes à remplir et c'est là où les gens font souvent des erreurs, c'est-à-dire qu'ils continuent de remettre le montant de leur investissement alors qu'il est bien précisé, reportez seulement le montant de votre réduction annuelle. Le montant pour mémoire de la réduction annuelle en loi Pinel est de 2% par an pendant 6 ans ou pendant 9 ans. Si jamais vous avez fait un investissement total de 200 000 euros, vous avez donc, frais notaires inclus, vous avez donc 2% de 200 000 qui fait 4 000 euros de réduction annuelle. À partir de la deuxième année de déclaration, vous avez à déclarer seulement le montant de cette réduction qui est de 4 000 euros dans mon exemple. En fonction de l'année d'achèvement, vous verrez que vous avez aussi des cases différentes. La chose principale à retenir, c'est quoi? En termes de lexique, vous avez, concernant vos investissements, l'année de l'investissement, c'est quoi? C'est l'année où vous avez signé chez le notaire, c'est-à-dire que vous êtes devenu propriétaire. L'année d'achèvement, c'est quoi? C'est l'année de livraison de votre bien. Donc l'année d'investissement, je le répète, c'est le moment où vous êtes devenu propriétaire, et l'année d'achèvement, c'est l'année où vous avez été livré. Et c'est à partir de cette année-là, cette année de livraison, où l'avantage fiscal débute. Comment ça se matérialise? Donc voyons ça de manière plus détaillée. Alors bien sûr, toujours pareil, je vous l'ai expliqué, j'ai pas encore les documents officiels pour l'année 2020, donc j'ai préféré garder les officiels de l'année dernière en réajustant les dates. Ici, vous avez, donc sur toute cette page, tout ce qui est dédié à l'investissement locatif en loi Pinel. Qu'est-ce que l'on a? Premier libellé, investissement réalisé et achevé, donc on va actualiser les dates, en 2020, ou réalisé antérieurement si achevé en 2020. Donc pour tous nos clients ou toutes les personnes qui auraient eu un investissement en loi Pinel
achevés, c'est-à-dire livrés en 2020. Ils vont donc commencer leur première année de défiscalisation cette année en 2021, puisqu'on fait toujours une déclaration avec un an de décalage. Et donc, imaginons, vous avez signé l'acte de propriété en 2019 et vous avez été achevé, c'est-à-dire livré en 2020. Vous avez donc ce premier pavé à remplir et vous devez mettre le montant de votre investissement dans la case de l'année où vous en êtes devenu propriétaire. Par exemple, j'ai acheté, je suis devenue propriétaire, j'ai signé l'acte notarié d'une loi Pinel en 2018, oui, on va dire 2018, et j'en ai été livrée en 2020. Donc, je remplis ce premier pavé, j'indique le montant de mon investissement global qui est de 200 000 euros et je l'indique en case soit 7 QR, soit 7 QS en fonction de la durée de l'engagement de 6 ans ou de 9 ans. Pourquoi en case 7 QR ou 7 QS et pas les autres? Parce que j'en suis devenue propriétaire en 2018. Donc remplissez la ligne en fonction de l'année à laquelle vous en êtes devenu propriétaire. Et si vous êtes sur cette première année de défiscalisation, c'est bien ce premier pavé à remplir. Et attention, indiquez bien le montant de votre investissement dans la case en fonction de votre durée d'engagement de location. À partir du moment où vous êtes engagé pendant 6 ou 9 ans, donc chaque année, vous allez avoir cette réduction d'impôt de 2%, à redéclarer bien sûr chaque année. Et c'est là où on en arrive à cette seconde partie de la page, report concernant les investissements des années antérieures. Imaginons, je suis en 2021, je fais ma déclaration de revenus 2020, j'ai acheté ma Pinel en 2018, j'ai été livré en 2019. Donc cette année, en 2020, ça fait bien la deuxième année où je bénéficie de ma réduction d'impôt. Donc comme c'est la deuxième année, voire les suivantes, je n'aurai qu'à reporter le montant de ma réduction. Dans mon exemple à 200 000, ici 4 000. Donc faites très attention parce que le problème c'est qu'il n'y a pas malheureusement de blocage au niveau du fisc. C'est-à-dire que j'ai pu voir chez des clients un avis d'impôt où il y avait marqué investissement Pinel report, donc ça veut dire que ça fait bien à minima la deuxième année qu'ils ont cette réduction d'impôt, et que donc ils indiquaient malheureusement le montant de leur investissement. Et donc la réduction d'impôt Pinel calculée n'était plus du tout en adéquation avec la réalité des faits, et donc c'est toujours risque à requalification par le fisc, voire à un refus si on déclare mal dès le départ de la réduction d'impôt. Donc faites très attention à ça. Je le répète encore une fois, la première année, vous devez déclarer le montant de votre investissement total éligible à cette réduction d'impôt, frais de notaire inclus. Et à partir de la deuxième année et pour les années suivantes, vous devez inscrire seulement le montant de la réduction d'impôt auquel vous avez le droit. Donc reportez tout simplement l'avantage fiscal auquel vous avez le droit. En fonction, la case est à remplir en fonction de l'année de l'investissement achevé, c'est-à-dire l'année de livraison. Si j'ai été livré en 2018, je vais remplir dans l'une des cases, dans le pavé investissement achevé en 2018. Donc faites très attention à ça parce que les erreurs vont vous pénaliser puisque bien sûr c'est à l'avantage du fisc et à tout moment ils peuvent venir vous demander de vous rembourser le trop perçu par vous. Les erreurs les plus courantes. Alors en fait, j'ai été voir un petit peu sur oups.gouv.fr puisque maintenant ça fait un an qu'on a le droit de faire une petite erreur, bien sûr de bonne foi et justifiée. Donc j'ai essayé de répertorier un petit peu quelques erreurs les plus courantes de nos clients, ou du moins des contribuables français. Je me trompe sur le montant des frais de garde de mes jeunes enfants. C'est-à-dire que je ne dois pas inclure ce qu'on vient de dire tout à l'heure, les frais de nourriture et à retirer bien sûr les aides perçues. Ce que vous devez déclarer, ce qui est éligible au crédit d'impôt pour les frais de garde des jeunes enfants, ce sont les frais de garde uniquement hors frais de nourriture. Donc pensez à enlever les repas du montant de votre facture annuelle éventuellement et retirer aussi toutes les aides que vous pourriez percevoir puisqu'il faut bien retenir la dépense
nette, celle qui vous reste à charge. J'oublie de déclarer mes enfants à charge poursuivant leurs études. Donc, on y a répondu aussi tout à l'heure puisque ça faisait partie des questions. Bien sûr, toujours vérifier que votre enfant soit en études au 31 décembre de l'année des revenus déclarés. Donc, pour cette année 2021, où nous déclarons nos revenus de l'année 2020, il faut, pour pouvoir y être éligible, que vos enfants soient scolarisés, je le répète encore, au collège, au lycée ou en études supérieures, au 31 décembre de l'année 2020 pour pouvoir y être éligible. Tout ce qui est alternance à contrat d'apprentissage n'est pas éligible à cette réduction d'impôt forfaitaire. Je ne déclare pas correctement mes dons aux associations. Le principal conseil à donner, c'est de toujours conserver ces reçus, puisque de toute façon, nous sommes en France sur un système de déclaration purement et simplement, mais il faut toujours garder les justificatifs en cas de contrôle du fisc. Donc, ce que je peux vous conseiller tout simplement, c'est de conserver vos reçus des organismes à qui vous auriez fait des dons. Et normalement, dessus, c'est indiqué dans quelle catégorie il se situe ou alors à quelle réduction d'impôt vous avez le droit. Après, vous avez toujours accès sur le site des impôts à une liste des associations qui sont éligibles et dans quelle catégorie elles se situent. Donc, si vous voulez les consulter, n'hésitez pas. Je ne déclare pas correctement des dépenses liées à la perte d'autonomie. Effectivement, soit ce sont des oublis tout simplement parce que les gens ne savent pas qu'ils y ont le droit, soit c'est mal fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention on peut cumuler les dépenses d'emploi à domicile et les dépenses que l'on aurait pour un EHPAD à financer. Il n'y a pas de condition d'âge. Ce n'est pas la même condition que pour l'équipement d'une résidence principale d'un ascendant où il faut qu'il ait plus de 65 ans et qu'il soit éligible à l'allocation pour personnes âgées. Vous avez aussi certains équipements, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que là on devient plus précis, certains équipements pour son logement, sa résidence principale. Si on a besoin de s'équiper puisque l'on est en perte d'autonomie, sachez que vous avez aussi le droit à des crédits d'impôt pour certaines de ces dépenses. Donc ça, souvent, ce sont des oublis de la part des gens qui ne sont pas au courant que l'on a le droit à des avantages fiscaux. Si l'on a des dépenses, soit pour l'aide à la personne à domicile, soit pour s'équiper pour sa résidence principale liée au vieillissement de la population, soit pour financer son EHPAD puisqu'on doit aller en maison de retraite. Les dépenses d'emploi à domicile, bien sûr, doivent être déclarées, ça on l'a dit aussi tout à l'heure, cotisation sociale incluse. Donc, vous déclarez le total de la facture que la société vous envoie si vous passez par une société. Et toujours pareil, bien sûr, enlever les aides éventuelles que l'on a. Au niveau des dates, donc bien sûr, comme l'a dit Marie-Claire, je vous le répète, depuis hier, vous pouvez aller sur votre site impôts.gouv, vous connecter sur votre espace personnel et commencer votre déclaration en ligne. Vous allez cocher les revenus. Alors, les revenus classiques, c'est-à-dire si vous êtes salarié, sont déjà pré-cochés, pré-remplis. Mais si vous avez d'autres revenus à déclarer ou une réduction d'impôt qui apparaît cette année, n'hésitez pas à cocher les avantages liés et vous verrez que ça va générer soit des caisses supplémentaires, soit des déclarations complémentaires pour vous aider à faire votre déclaration d'impôt le plus précisément possible. Normalement, depuis qu'impôts.gouv, en tout cas la déclaration en ligne a été créée, je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif que la déclaration papier où il fallait aller chercher la petite case en fonction de sa propre situation. Là, vous n'avez qu'à en introduction, cocher éventuellement les situations dans lesquelles vous vous situez et ça générera automatiquement les cases correspondantes, voire les déclarations complémentaires. Pour tout ce qui est justement déclaration papier, nous avons jusqu'au 20 mai pour pouvoir le déposer ou l'envoyer au Trésor public. Sinon, pour tout ce qui est déclaration en ligne, le délai est quelque peu rallongé selon le département dans lequel on se situe. Nous avons jusqu'au 26 mai 2021 pour faire notre déclaration en ligne dans les départements entre l'Ain et la Corrèze, donc le 1 et le 19. Si vous vous situez dans un département entre le 20 et le 54, vous aurez jusqu'au 1er juin. Et sinon, pour tous les autres départements à partir du 55 jusqu'au 976, c'est-à-dire après Mayotte, vous avez un petit peu plus de temps jusqu'au 8 juin 2021 pour finaliser votre déclaration en ligne. Surtout, ne nous inquiétons pas.
vous avez toujours la possibilité d'apporter une modification a posteriori si jamais vous vous apercevez que vous avez fait une erreur. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. S'il y a quelques petites questions importantes. Oui, alors on avait sur le chat aussi quelqu'un qui gentiment voilà répondait à certaines d'entre elles. Donc je vais aller sur questions. Est-ce que alors attendez, du coup je regarde ce qui a été répondu ou pas. Oui, comment prolonger la défiscalisation du Pinel de 6 à 9 ans? Est-ce qu'on peut le faire si on a déclaré Comment 6 ans proroger? déjà? Ouais, comment Alors, je me suis penchée sur les textes fiscaux parce que je trouvais que commercialement, j'ai vu des gens en parler très facilement en disant faites une Pinel sur 6 ans et puis on continuera pendant 3 ans de plus. C'est pas si simple que ça, puisque quand vous prenez cet engagement de 6 ans ou de 9 ans, c'est lié à votre obligation de location. Donc ça veut dire qu'il faudra toujours s'y prendre si vous voulez proroger pour 3 années supplémentaires, par exemple de 6 à 9, sur la dernière année d'engagement de location. Donc comme nous déclarons toujours nos revenus avec 1 an de décalage, si vous vous y prenez au moment de votre déclaration d'impôt, de la dernière du coup, quand vous déclarez cette 6e année où vous pouvez les proroger, ben à mon sens c'est trop tard. En tout cas le livre des impôts est très clair là-dessus, c'est-à-dire il est fortement recommandé, à minima, si vous avez le temps de le faire, d'envoyer une lettre recommandée au fisc en demandant la prorogation pour 3 années de plus. Bien sûr, dans le timing imparti des 6 ans d'engagement de location. Donc, je le répète, souvent avec les impôts, on est sur un an de décalage. Donc souvent on oublie, parce que généralement ça se passe bien. Donc, on oublie que le temps passe et on s'y prend au dernier moment, sous risque généralement d'avoir un refus des impôts, puisqu'on n'est plus dans le timing. Donc faites très attention à ça. Moi, je conseillerais plutôt, dès le départ de son investissement, de s'engager sur 6 ans ou sur 9 ans tout de suite en fonction de sa propre situation. Je prends 2 cas simples. Si vous savez, par exemple, que dans 6-7 ans, vous allez être à la retraite et que votre impôt, du coup, par conséquent, va peut-être diminuer compte tenu de la perte de revenus, à ce moment-là, oui, engageons-nous sur 6 ans et refaisons le point à terme. Mais par contre, si vous avez entre 40 et 50 ans, que vous avez un revenu stable, alors je ne vous parle pas d'accident de la vie, puisque de toute façon, ça c'est pris en compte dans les portes de sortie du dispositif, mais si vous avez un revenu sensiblement le même depuis pas mal d'années, que vous êtes loin de la retraite et que, à minima, vos revenus normalement devraient plutôt augmenter que diminuer, engageons-nous directement sur 9 ans. Et essayons d'avoir une meilleure optimisation fiscale, du coup. Ok, effectivement, c'est intéressant comme question. Je me la posais également. Oui, très intéressant. Parce que moi, je vois les commerciaux qui, de manière générale, qui disent peut-être faisons sur 6 ans et puis on verra bien pour rassurer les clients. Mais c'est pas forcément. En tout cas, il faut suivre ça de près et être très bon dans le timing. Et malheureusement, dans les faits, c'est pas le cas. Je fais une petite parenthèse parce que je vois Jean-Michel qui me parle des frais de courtage à rajouter, que les impôts lui ont dit ça. Alors, je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que moi j'ai été voir les textes justement parce que les impôts, quand on les appelle, ça dépend aussi sur qui on tombe, on va être franc, ils n'ont pas forcément des réponses affirmées et franches. Donc moi je vais beaucoup lire le livre des impôts, le BOFIP, comme ça j'ai les réponses claires et précises. Les frais de courtage ne sont pas à inclure dans les frais. Moi je parle des frais à déduire en termes de charges déductibles de vos loyers. Par contre, pour les frais de courtage à rajouter pour le montant de la réduction d'impôt, c'est vrai que le fisc n'est pas très très clair là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis toujours à minima le prix d'achat plus les frais de notaire. Les frais de courtage, j'ai un doute. Parce que sinon, on pourrait rajouter aussi les frais d'un agent immobilier si on passait par un agent immobilier. Et après, c'est la porte ouverte à tout. Ok. Il faut voir. Mais ça, je ne peux pas être assez tranchée là-dessus. Ok, alors on avait aussi une question. Effectivement, on sait que la loi Pinel a été prolongée, mais avec voilà des déductions, enfin des réductions pardon différentes. Donc si aujourd'hui je prends un bien donc qui va être acté en 2021 mais livré en 2023, quelle sera la base de réduction? Celle de 2021
à 2% en fait par année, ou celle de 2023 à 1,66? Alors, comme toute niche fiscale, elles évoluent, hein, puisque même avant Pinel, on avait Duflot, on avait Cellier, on avait Dorobien. Normalement, il n'y a pas de rétroactivité. C'est-à-dire qu'on va se baser sur votre acte d'achat. Donc, si vous signez votre acte de propriété, que vous en devenez propriétaire cette année, même si vous êtes livré après et que la loi a évolué, vous continuerez de bénéficier de ce qui a été prévu à l'initiale, c'est-à-dire 2% par an de réduction d'impôt du montant global de votre acquisition. Ok, du coup, c'est le moment d'en profiter alors. Oui. Alors, Non, mais c'est sincèrement parce que en toute objectivité, hein, bien sûr, puisque on est là pour ça. J'ai lu beaucoup d'articles, effectivement, la loi Pinel va sûrement changer. Après, on va pas se leurrer, ça va aussi avec les élections qui arrivent politiquement. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Et c'est autre chose. Mais c'est vrai que tout ce que je peux lire à ce sujet, la loi Pinel aura toujours une réduction d'impôt. Elle sera sûrement moins élevée qu'aujourd'hui. Elle restera quand même intéressante et on fera toujours ce genre d'investissement parce que derrière, il y a une logique de loger des gens dans de bonnes conditions, de répondre à des problématiques de logement. Mais c'est vrai que la réduction applicable aujourd'hui, depuis ces dernières années, était plutôt intéressante et les futures ne seront sûrement pas aussi intéressantes que cette année. ok. On avait une question aussi. Alors, c'était ce que tu nous disais entre ce qui est acté, la date d'achèvement et tout ça. Donc, j'ai une question de quelqu'un qui a signé son appartement Pinel fin 2019, mais qui va être livré qu'en juin 2021. Est-ce qu'ils doivent déclarer quelque chose cette année? Et non, puisque le démarrage de la réduction d'impôt se fait sur l'année de livraison. Si vous êtes livré en 2021, quel que soit le mois d'ailleurs, vous devrez déclarer la première année de votre réduction d'impôt lors de votre déclaration de l'année 2022 pour les revenus 2021. Ok, effectivement. Vous avez encore un an tranquille. Ok, donc entre les signatures, c'est vrai qu'entre les signatures, les dates d'achèvement, les livraisons et tout ça, on peut être un petit peu perdu. Donc c'est bien quand le Oui. logement est livré. Et d'ailleurs, on avait une question sur les villas, si elles sont éligibles en Pinel, c'est exactement le même principe que pour des appartements Pinel. On est bien d'accord. Parce qu'on avait une Les question sur les villas. villas. Alors, Ouais, oui, parce qu'en fait, maintenant, la loi Pinel est éligible uniquement au logement collectif. Donc, si d'accord. c'est une villa qui a été faite avant la modification, il n'y a pas de souci. Si c'est une villa, normalement, elle n'a pas été vendue en loi Pinel, puisque maintenant, c'est éligible uniquement au logement collectif. Oui, effectivement, dans la question, c'était sur les années Sur une autre précédentes. année. Euh, Oui, donc là, il n'y a pas de souci, ça s'applique. Ok. Tac, tac, tac. Bon, après, il y a beaucoup de questions sur les années, si je suis en 2017, 2020 et tout ça. Donc, bah, j'espère que Julie a pu vous y répondre au fur et à mesure. Sinon, là aussi, on regardera toutes les questions par email. Et puis, voilà, on a encore beaucoup de questions, mais il est 13h40, donc je pense que sinon, on va affamer pas mal de personnes si elles ne pouvaient pas déjeuner en même temps. Donc, Je ouais. vais juste résumer parce que c'est vrai que c'est très important de bien remplir les cases, surtout quand on fait un investissement Pinel, même si les autres aussi sont importantes. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont là pour ça principalement et tant mieux. En fait, je résume encore une dernière fois. Si vous êtes livré en 2020, cette année, en 2021, vous allez déclarer votre première année de défiscalisation. Et donc, c'est sur le premier pavé où vous devez remplir l'année de l'engagement, enfin la durée d'engagement et surtout le montant de votre investissement pour avoir la réduction d'impôt. À partir du moment où cette première année est faite, pour toutes les années suivantes, la deuxième, la troisième, la cinquième, jusqu'à la sixième, voire la neuvième, selon votre durée, vous n'aurez qu'à reporter le montant de la réduction d'impôt à laquelle vous avez le droit. Et dans le pavé, de l'année de l'achèvement, c'est-à-dire l'année de livraison. Si vous êtes en 2021, vous faites votre déclaration de revenus cette année 2020 et vous avez été livré en 2019, vous irez dans le pavé investissement achevé en 2019 et vous mettrez le montant de votre réduction d'impôt à ce niveau-là.
Ouais. En tout Après, cas, chez Quintessence, on a beaucoup de consultants qui peuvent vous aider oui. puisque nous réalisons au quotidien des bilans patrimoniaux, des audits patrimoniaux de nos clients et donc les déclarations d'impôts en font partie. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaisseraient peut-être pas Quintessence ou voire qui ne sont pas clients chez nous, bien sûr peuvent nous solliciter puisqu'on a des consultants partout en France pour vous aider. Oui, je vais redonner d'ailleurs sur le chat et vous l'aurez aussi par email et à la fin de ce webinaire si vous voulez justement prendre rendez-vous avec un conseiller. Ça se passe par ici. Et puis d'ailleurs, peut-être que toutes ces explications ont pu donner envie à certains de s'y pencher de plus près et pourquoi pas en faire leur Oui, métier. Du coup, peut-être dis-nous, Julie, oui. c'est quoi ton métier chez Quintessence? Ben, en fait, moi, j'ai fêté mes 2 bougies chez Quintessence puisque je suis responsable de la formation de tout le groupe Quintessence. Donc, tous les consultants qui nous rejoignent passent chez moi pour les former, les aider à comprendre ce métier. Et surtout, mon objectif, c'est de transmettre cette passion du métier que j'adore. On apprend toujours, on s'arrête jamais, c'est très enrichissant intellectuellement. Et on voit beaucoup de gens commercialement, puisque moi, avant de rejoindre Quintessence, j'ai fait ce métier pendant 15 ans. Aujourd'hui, j'accompagne les consultants à la fois dans la technicité et à la fois dans le process commercial, par le biais de diverses formations et d'accompagnement. Donc, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, que vous avez un intérêt pour ce métier, une passion, ou voilà, parce que souvent j'ai des gens qui ont un intérêt personnel et qui ont des expériences personnelles qui font qu'ils ont envie d'aller plus loin, ben n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce qu'en plus, chez Quintessence, en tout cas dans le groupe Plural, puisqu'on fait partie d'un groupe aujourd'hui avec plusieurs branches, c'est un métier où on s'éclate, on rend service aux gens. Oui, et d'ailleurs, C'est ça qu'il ne faut pas oublier. dans nos anciens clients, il y en a C'est qu'on rend Oui, vas-y. service aux gens. Moi, c'est ça qui me Ouais. plaît dans ce métier. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce que malheureusement, je me permets du coup de le dire aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, heureusement qui ne sont pas chez Quintessence, qui sont vus comme des vendeurs de Pinel, comme des vendeurs de défiscalisation et qui sont là juste pour vendre des produits. Et c'est pas le but de la manœuvre, et c'est ça que je transmets aux consultants chez Quintessence, c'est que on est là pour aider les gens. On part d'un problème, on part d'envie, on parle de projet, et une fois qu'on a tout ça, on construit les stratégies dans le cadre de notre métier, bien sûr, et de ce qu'on sait faire. L'immobilier, les placements financiers, la défiscalisation, il y a plein de choses à voir. Donc que vous soyez prospect, client, que vous ayez envie de nous rappeler, n'hésitez surtout pas. Ou alors que vous ayez envie de participer à l'aventure en interne, ben, n'hésitez pas non plus. Oui, d'ailleurs, on a des anciens clients qui ont pris goût et qui sont devenus aussi consultants après avoir Oui, fait justement la formation nécessaire. Mais voilà, effectivement, c'est aussi un métier passionnant. Voilà, j'insiste encore vraiment si vous avez des questions, que vous voulez vraiment aussi un bilan patrimonial plus complet. Et ben voilà, vous aurez le lien par email à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, il y a des conseillers vraiment partout en France, donc il y en aura forcément un pour venir faire le bilan avec vous et puis vous aider aussi sur votre déclaration de cette année si besoin. On a envoyé aussi et cette à qui invitation. vous pouvez... Pardon, excuse-moi. À qui, justement, je complète ce que tu dis, à qui vous pouvez aussi demander un peu toutes les questions que vous avez abordées aujourd'hui, parce que toutes les questions que vous me posez pour les pensions alimentaires, les choses comme ça, les hébergements, c'est des choses aussi que je transmets aux consultants et qui sont en mesure tout à fait de vous aider à ce sujet. Oui, parfait. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais tu as bien compris. Donc voilà. En tout cas, faut pas Du coup, hésiter on à va avoir le... appeler. Et ben voilà. Je pense que on a fait le tour. Je suis encore vraiment désolée pour les questions. On n'a jamais eu autant. Donc comme quoi, c'est quand même un sujet passionnant et puis qui peut être angoissant pour certains. La déclaration de revenus, qu'est-ce que je veux faire? Donc en tout cas, sachez qu'on est là pour vous accompagner. On va essayer de voir par email si on peut regrouper les questions, si on n'y a pas répondu pendant le webinaire. Et voilà, prenez rendez-vous avec un conseiller. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. On a invité aussi à ce webinaire bien sûr nos clients, nos propres clients,
Donc, vous inquiétez pas, ça fait partie bien sûr de notre prestation. Donc là, c'est un petit webinaire pour le rappel voilà, des différentes réductions et crédits d'impôt qu'il peut y avoir, mais vous serez bien sûr appuyé par votre conseiller pour votre déclaration de revenus cette année, si notamment si la livraison s'est faite sur 2020 ou même sur les années précédentes. Donc, vous serez recontacté par l'agence ou votre conseiller. Sinon, n'hésitez pas même à prendre les devants pour prendre rendez-vous avec lui avant la dernière semaine, parce que c'est vrai qu'on attend des fois le dernier moment pour sa déclaration de revenus. Donc, n'attendez pas. Vous pouvez, maintenant que c'est ouvert, dès maintenant, les solliciter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.